Bonjour tout le monde, mercredi midi, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la petite chaîne qui monte. Évidemment, c'est live, hein, comme tous les jours. Alors aujourd'hui, j'ai une écharpe parce qu'il fait froid au bureau et il paraît qu'il faut soutenir l'Ukraine, donc j'ai mis une écharpe. Voilà, parce que ici, là, je suis au Stade de France, vous le savez, et il n'y a pas de chauffage, il n'y a rien, donc, donc il fait froid. Aujourd'hui, je reçois docteur Martine Vonner. Je suis pour la seconde fois, vraiment, je suis très content de vous recevoir. On va parler évidemment de ce qui s'est passé avec le Conseil de l'Ordre. Et aussi, on va parler aussi un peu politique, de vos années à l'Assemblée nationale. Bonjour, chère Martine, comment allez-vous? Bonjour Mike, écoutez, je vais très bien. Dans les locaux où je suis, il fait sans doute un peu moins froid que chez vous, mais dehors, par contre, il neige depuis ce matin. Donc, c'est très joli. On est vraiment là, on rentre dans l'hiver, donc moi, j'aime bien. C'est quand même nouveau, il neige en décembre, c'est du Oui, jamais vu. oui, mais et la neige tient, donc c'est bon. Il faut être prudent sur les routes, hein, mais voilà. Moi, j'aime bien les températures tranchées, donc c'est peut-être comme mes propos, ils sont tranchés, donc j'aime bien, moi, j'aime bien. Vous avez bien raison. Dites-moi là, vous sortez là d'une suspension d'1 an, on vous empêche du coup de travailler. Euh, Comment ressent-on ça lorsque on a donné toutes ces années, je dirais, à la collectivité? Oui, toutes ces années d'études, toutes ces années d'une carrière déjà qui était presque complètement derrière moi quand j'ai été élue à 53 ans, donc en 2017. Alors, peut-être une précision pour que les choses soient bien claires. Donc, en effet, l'ordre des médecins, donc cette juridiction professionnelle, en fait, a jugé la parlementaire que j'étais, donc ça, on va peut-être y revenir. J'ai pris une sanction très lourde. 1 an d'interdiction d'exercer, c'est très lourd. Je précise d'ores et déjà que je fais appel de cette sanction. Donc, mon conseil, maître Carlo Alberto Brusa, est en train d'écrire le mémoire en appel. Donc, il va être déposé dans les temps. Donc, la sanction, en tant que telle, est suspensive. Pour autant, en effet, malgré tout cela, je suis dans la catégorie dont il faut continuer à parler pour ne pas les oublier, la catégorie des suspendus. Puisqu'on se le rappelle, hein, la loi du 5 août 2021 est toujours en vigueur, elle n'a pas été rangée dans les tiroirs en juillet 2022, parce que beaucoup de personnes ont le sentiment que le fait que qu'il y a eu un arrêt de l'état d'urgence et l'arrêt du pass fait que tout est rentré dans l'ordre. Pas du tout. Les pompiers, les gendarmes, les soignants, tous les personnels administratifs en lien avec ces catégories ou ces lieux recevant du public, en fait, que ce soit l'hôpital ou autre, en fait, on a, alors très difficile de donner un chiffre, hein, puisque le gouvernement parle de quelques poignées d'individus. Or, nous, quand on fait sur le terrain, quand on répertorie, on est à plusieurs milliers d'individus. Je crois que Michel Rivasi... On parle de 130 000. Alors voilà, Michel Rivasi avait dit 130 000. Alors moi, je ne sais pas quelle est la source exacte de ce chiffre, donc je reste prudente, mais c'est vrai que je pense clairement que quand on cumule les suspendus, donc ceux qui ont encore un contrat qui n'a pas été arrêté, ceux qui étaient en arrêt de travail, ceux qui ont démissionné, ceux qui avaient anticipé, voilà, là je pense qu'on atteint facilement les 130 000. Et donc je fais partie de cette catégorie de professionnels. Moi, j'aime pas parler de mon statut vaccinal parce que cela ne regarde que moi. Mais bon, pour ceux qui ont suivi mon combat à l'Assemblée nationale, vous avez bien compris
que je n'ai pas été me précipiter pour les différentes doses. Donc aujourd'hui, si je n'exerce pas en France mon métier de psychiatre, c'est parce que je suis dépendante de cette loi toujours en vigueur. Donc pour répondre à votre question, comment on prend ça? Bien sûr, je pourrais parler d'injustice profonde, etc. J'aimerais dépasser le cas de ma propre personne, puisque bon, mon collègue sénateur Alain Houpert, radiologue, en fait, a vécu la même chose que moi quelques jours en avance. Ce qui a d'ailleurs, la sanction qui a été portée contre lui a été communiquée à la juridiction de Nancy, donc ce qui a eu comme conséquence vraisemblablement d'influencer la chambre disciplinaire de l'ordre régional Grand Est. La question vraiment profonde qu'il faut se poser, c'est quid encore en France de la liberté d'expression. Et c'est très grave quand elle touche la liberté d'expression des parlementaires, puisque nous sommes là des représentants du peuple, nous avons été élus démocratiquement. Moi, je me suis engagée, on va dire, dès le début. J'ai porté régulièrement, dès la fin 2017, on va dire, des amendements et à l'encontre de ce que nous proposait le gouvernement, mais pour des raisons simples, c'est que moi, je suis restée fidèle au programme politique d'Emmanuel Macron, puisque j'ai été élue comme députée de la société civile aux côtés d'Emmanuel Macron. Mais on sait aujourd'hui que tout cela n'était que de la communication, très bien ficelée par McKinsey notamment. Mais moi, ce programme, ce projet initial d'Emmanuel Macron m'allait très bien. C'est un peu mon ADN. Il faut une économie très forte pour ne pas oublier les plus vulnérables, etc. Bon. Très rapidement, je me suis rendu compte que tout cela n'était que mensonge. Et bien avant la crise Covid, je me suis souvent retrouvée non pas en porte-à-faux, parce que je suis d'une très grande transparence et d'une très grande honnêteté. Donc à chaque fois en réunion de groupe politique, j'informais en disant attention, attention, là moi je ne vais pas pouvoir voter parce que ce n'est pas ce qu'on avait dit dans le programme. On est en train de dévier du programme. Bon, et puis. Mais voilà. justement, comment ça se passait en groupe politique lorsque vous disiez, voilà, cette proposition de loi ou ce projet gouvernemental, c'est pas ce qu'on a dit aux gens en 2017? Ben, ça se passait pas forcément très bien. Il y avait encore, j'étais pas encore au stade où j'étais couverte d'insultes, parce que ça n'est arrivé qu'en 2020, mais je voyais très bien que j'énervais quand même le groupe majoritaire. Et plusieurs fois, j'ai été invitée à venir m'expliquer dans le bureau de Gilles Legendre, qui présidait le groupe à ce moment-là, pour dire non mais Martine, tu fais n'importe quoi. Enfin, on te rappelle que quand tu es dans un groupe politique, tu dois obéir. Et je disais mais attends, non, on nous a fait venir, nous de la société civile, justement pour être force de proposition, pour être le relais direct du peuple français. Et il y a eu notamment toute la crise des Gilets jaunes en 2018. Donc là, ça faisait à peine 1 an et demi que nous étions élus. Mais puisque moi j'avais été régulièrement sur les ronds-points, au contact des Gilets jaunes, et avec d'autres, parce que je n'étais pas toute seule, on était 10-15 députés à dire non mais c'est sérieux ce qui se passe sur les territoires, les gens sont en difficulté. Donc là, j'étais pas du tout écoutée, j'ai été stigmatisée comme la gauchiste de service d'extrême gauche. On m'a dit non mais attends, on a déjà connu dans le mandat précédent les socialistes qui ont fait une scission, donc là non mais ce que tu es en train de faire ça va pas du tout. Je dis mais attendez, on est juste là pour débattre parce que c'est quand même ça. Il n'y avait pas de débat
au sein des réunions de groupe? Alors, il faut se rendre compte que dans le groupe politique majoritaire, au départ, nous étions plus de 300. Oui. Donc, débattre à 300, déjà, c'est quasiment impossible. Donc, comme moi, j'ai pas peur de parler en public, j'ai pas peur de tenir tête, même si je sens une espèce d'agressivité. Donc, j'ai toujours, en effet, dit ce que j'avais à dire. Mais régulièrement, en fait, pardon, il y a un téléphone qui sonne, mais ça va s'arrêter. Régulièrement, en fait, je me suis confrontée, il y a eu des espèces de bras de fer en réunion, notamment avec Édouard Philippe, parce que c'était le Premier ministre. Édouard Philippe participait très régulièrement aux réunions de groupes politiques. Donc, voilà, on a déjà une immixtion très claire du gouvernement au sein même de l'Assemblée, alors que j'ai envie de dire, on est entre nous. Parce que parlementaire, on représente le peuple. On n'a pas besoin de voir les ministres, et encore moins le Premier ministre, venir nous rappeler ce qu'il sera de bon ton de voter l'après-midi pendant la séance publique. C'est comme ça que ça se passait. Et plusieurs fois, oui, j'ai eu des tensions directes avec le Premier ministre. Il y avait eu le CETA où ça a été chaud. Mais bon, voilà. CETA, c'est un. Le CETA, c'était l'accord commercial. Avec le Canada, c'est ça? Exactement, qui faisait que nous étions obligés, notamment pour des produits issus de l'agriculture ou de l'élevage, d'accepter des produits venant de l'autre côté de la planète, alors que les contraintes pesant sur les épaules de nos propres agriculteurs, de nos propres éleveurs sont toujours absolument gigantesques. Et là, on sait que voilà, certaines filières étaient nourries avec des OGM, etc., sans aucun moyen de contrôle pour nous. Donc, et puis avec un vrai déséquilibre de la balance commerciale. Donc moi, je me suis opposée à ça, parce qu'après le CETA, il y a le Mercosur. Donc voilà, donc c'était une fois de plus un pas supplémentaire vers on ouvre grand les bras à nos amis américains, canadiens, alors que bon, il n'y a pas de raison de privilégier, surtout que la Macronie parlait en permanence de circuits courts. Donc voilà, il y avait d'autres filières pour faire des relations, on va dire, commerciales, raisonnées, raisonnables, et surtout, voilà, encore une fois, alléger les contraintes par rapport à nos propres producteurs. Ce que vous dites, c'est très intéressant. Dans le sens, moi je suis un ancien attaché parlementaire, j'ai fait Assemblée, Sénat, donc je connais bien le truc, mais le fait que le Premier ministre soit constamment dans les réunions de groupe, c'est quand même bizarre. J'étais à l'époque, moi, chez Sarkozy. Moi, j'ai pas connu ça. Enfin, j'ai jamais vu le Premier ministre Fillon ou à l'époque avant Dominique de Villepin venir aux réunions de groupe. Ça veut dire que en Macronie, on ne respectait pas le pouvoir législatif. Non, on l'a jamais. En effet, Mike, vous avez parfaitement raison. On l'a jamais respecté, ce pouvoir législatif. Moi, je me suis rendu compte très vite et avec un grand désespoir, parce que j'y avais été avec beaucoup de naïveté, je m'en rends compte maintenant, que les parlementaires étaient parfaitement inutiles, totalement inutiles. On nous disait, voilà, là, cet amendement-là, tu vas pouvoir le voter. Il y avait même des pseudo-constructions d'amendements qui allaient pouvoir être portés par l'opposition pour faire semblant d'une vague démocratie. Donc tout cela, c'était des alliances en amont. Mais le vrai débat, et bon, alors moi, je suis quelqu'un qui travaille beaucoup. Moi, j'y vais pas un peu la fleur au fusil. Moi, je rentrais dans l'hémicycle en ayant travaillé mes textes, en ayant travaillé mes amendements, etc. Et d'ailleurs, je crois que j'ai été la première parlementaire, c'était sur le projet de loi de la mise en conformité européenne de la procédure en fait Dublin. Donc c'est quand les migrants en fait donnent leurs empreintes dans les différents pays. En fait, quand ils arrivent à notre frontière, s'ils ont donné leurs empreintes en amont, on est légitime à les renvoyer sans même regarder leur situation. Donc là,
ayant dirigé sur le plan médical le SAMU social de Paris et connaissant très bien ce champ-là des personnes en situation irrégulière, j'avais proposé certaines choses et j'ai été la première à déposer des amendements contre la majorité, enfin contre. Et là, j'ai subi toutes les foudres vraiment du groupe parlementaire où j'avais des pressions, des députés qui sont venus s'asseoir à côté de moi dans l'hémicycle en disant reste assise, tu vas quand même pas oser porter tes amendements. Ben si, j'ai osé. Donc là, on est en 2018. Donc c'est vrai que j'ai commencé à déranger très vite. Mais plusieurs fois, le président m'avait, il y avait eu quelques échanges et il m'avait dit non, mais c'est très bien. J'ai joué les utilités, si je puis dire. Il me dit mais non, mais c'est très bien, ça démontre qu'il y a une vraie démocratie dans le groupe parlementaire. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, non, tout cela, c'était qu'un grand cirque, un grand jeu, et que ma parole, de toute façon, ne portait pas, quoi. Et brutalement, donc, du côté social extrême gauche, donc la caricature est telle, j'ai basculé ces derniers temps, bien évidemment, du côté de l'extrême droite, puisque quand on remet en question le narratif Covid, là, forcément, on appartient à l'extrême droite. Donc, je continue à dire qu'entre l'extrême gauche et l'extrême droite, il peut y avoir un chemin à peu près cohérent, droit, au milieu. Et c'est sur ce chemin que Ensemble pour les libertés avance. Mais c'est dingue ce que vous dites, parce que le boulot du parlementaire, c'est évidemment la proposition de loi, et c'est aussi les amendements. Et empêcher un parlementaire d'amender, franchement, même à l'époque du RPR ou de ces partis-là, je sais pas, moi ça me paraît quand même très bizarre. C'est-à-dire qu'en fait, le nouveau monde, c'est la dictature. Ce monde-là, il n'a que le D de démocratie. En effet, on peut y mettre autre chose derrière. Et c'est profondément choquant. Et aujourd'hui, alors plus que jamais, quand on voit, je crois qu'on en est au 9e 49.3. Donc pour ceux qui pensaient encore une fois que les parlementaires pouvaient peut-être servir à quelque chose, non, on voit à quel point Elisabeth Borne, Première ministre, passe tout ce qu'elle veut comme elle veut à grands coups de 49.3. Alors, elle a le droit de l'utiliser, mais ça renvoie une image absolument désastreuse. Enfin, c'est même plus une image. La réalité est profondément désastreuse. Ce gouvernement se moque profondément de la représentation nationale, donc du peuple français. C'est hyper choquant. Enfin, moi, ça me choque. C'est terrible. Vous avez été co-rapporteur de la mission d'information relative à l'organisation territoriale de la santé mentale. Est-ce que, en tant que co-rapporteur, vous avez pu peut-être faire passer des textes où, là, pareil, on vous a dit non Non. Alors là, c'était peut-être le meilleur moment que j'ai vécu à l'Assemblée nationale. Donc, c'était, alors, en tant que psychiatre, j'étais à ce moment-là encore dans la majorité et j'ai énormément travaillé avec les services de l'Assemblée pour faire des propositions de réorganisation des soins en santé mentale. Parce que, ayant encore une fois un parcours à la fois du côté des tutelles, mais aussi dans des groupes privés où j'ai développé des projets de soins pour notamment des cliniques psychiatriques en France. Donc pour moi, il était important de pouvoir changer dans la loi tout ce qui dysfonctionnait du fait de ma connaissance en fait du terrain. Et donc quand on propose d'être rapporteur d'une mission, là, on m'avait dit, mais ça serait drôlement bien que tu prennes un co-rapporteur. Donc, en effet, Caroline Fiat de France Insoumise, aide-soignante,
était tout à fait d'accord d'être ma co-rapporteure. Donc, on a fait un très, très bon travail. On s'est rendu dans de très nombreux établissements psychiatriques en santé mentale sur le territoire métropolitain, mais aussi en Outre-mer. On a fait des déplacements également à l'étranger, puisque moi, j'avais à cœur d'aller regarder de près le modèle italien, puisqu'on a un maître psychiatre en Italie, Basaglia, qui il y a quelques années, dans les années 70, a ouvert complètement les murs de l'hôpital psychiatrique. Donc, cette refonte de l'organisation des soins, j'ai envie de dire, j'ai eu carte blanche, réellement carte blanche, et quelques propositions ont été reprises, notamment alors c'est toujours un peu particulier la construction, mais ça a été repris sous le biais de cavaliers dans le projet de loi de finances, là c'est un peu technique, mais dans le projet de loi de finances de la sécurité sociale de 2019. Et il y avait notamment, il fallait absolument qu'on réponde à une QPC aussi, une question particulière de constitutionnalité sur les soins sans consentement et la contention. Donc on en a profité pour éclairer en fait la représentation nationale sur ces sujets très techniques. Donc là, c'était vraiment, j'ai eu les moyens de faire cette mission, j'ai eu les moyens de la présenter, j'ai fait une gigantesque réunion où, vous qui connaissez l'Assemblée nationale, la salle Victor Hugo était pleine comme un œuf, hein, où j'ai pu vraiment présenter tous ces travaux, à la fois à quelques parlementaires qui étaient là, mais c'était surtout, on va dire, toute la communauté encadrant les soins psychiatriques en France qui étaient présents. Donc, il y avait eu d'ailleurs quelques frottements avec des syndicats, etc. Mais encore une fois, c'est ce que j'apprécie, c'est qu'on ne soit pas forcément d'accord, hein, mais qu'on puisse en débattre. Et c'est toujours ça, pour moi, c'est ça l'intérêt et c'est ça la vraie démocratie en France. Donc là, c'était les belles heures. J'ai beaucoup travaillé aussi au moment de la loi bioéthique sur l'accès aux origines, parce que voilà, il y avait quelques associations qui étaient venues me voir, et notamment il y a toute une partie d'articles de cette proposition de loi, de ce projet de loi, pardon, parce que c'était porté par le gouvernement, que j'ai porté sur cette partie-là, mais pour finir, je n'ai pas voté cette loi bioéthique, ce qui peut paraître un peu bizarre, parce que vraiment, j'avais énormément travaillé, mais quand j'ai vu arriver au bout du compte la possibilité des chimères homme-animal, donc là j'ai dit stop. Quand j'ai vu arriver la possibilité d'avorter une femme en fin de grossesse sous prétexte qu'elle n'aurait pas peut-être les facultés mentales de pouvoir s'occuper de son enfant, j'ai trouvé ça tellement choquant que je n'ai pas voté cette loi. Mais vous avez été aussi vice-présidente de la commission des affaires sociales. Tout à fait. Là, j'imagine que pour le coup, vous avez des coups des franges aussi pour apporter certains textes. Donc, du coup, j'imagine que vous êtes senti quand même utile lors de ce quinquennat. Ah, mais de toute façon, pendant les 5 ans, je me suis sentie très utile. Et peut-être encore plus quand je ne faisais plus partie de cette majorité, parce que il faut aussi se rendre compte, c'est très compliqué quand on est un groupe politique de 300 et que justement on commence déjà un petit peu à énerver. C'est pas à vous qu'on va confier de porter une question au gouvernement, etc., etc. Donc de pouvoir avoir la parole dans un groupe de 300, au fond c'est compliqué. Alors après, quand j'ai basculé non inscrite, on m'a vu beaucoup plus à la tribune. Même si, alors j'ai eu beaucoup de chance parce que les non-inscrits sont tirés au sort pour pouvoir prendre la parole, mais je dois dire que lors de la gestion de la crise sanitaire, j'ai eu cette chance que de pouvoir intervenir régulièrement et porter en fait, encore une fois, la voix du peuple et d'un peuple qui ne comprenait pas ce que ce gouvernement était en train de faire. Parce que certes, la pensée unique, la stratégie unique qui était dictée, maintenant on le sait, par des officines comme McKinsey,
Quid de la réalité du travail des hauts fonctionnaires dans les différents ministères, hein, c'est impressionnant. Mais là aussi, ça remet en cause vraiment le dysfonctionnement aujourd'hui au plus haut sommet de l'État. Et justement, est-ce que ces gens de McKinsey, vous les aviez vus au sein de la majorité, peut-être traîner un peu, parce que il y a certains, je dirais entre guillemets, lobbyistes, ils ont la carte attachée parlementaire. Est-ce que vous les aviez vus ou est-ce que vous aviez appris ça dans les journaux, un peu comme tous les Français? Alors, j'ai vraiment appris ça de façon certaine, avec preuve à l'appui, et puis la hauteur des millions qui ont été distribués. J'ai plutôt appris ça par voie de presse. Pour autant, pour l'avoir vécu, tous les jours dans la boîte mail, il y avait énormément de mails de lobby, où il y avait des demandes de rendez-vous de lobby. Et mon équipe avait comme instruction de refuser, soit de jamais donner suite aux différents mails de lobby, soit de refuser. J'avais été, notamment quand j'étais vice-présidente de la commission des affaires sociales, et j'ai beaucoup travaillé au moment du projet de loi de finances de la sécurité sociale. Là aussi, j'avais été profondément choquée du fait que les syndicats professionnels, que ça soit la Fédération hospitalière de France, que ça soit la Fédération des établissements privés participant au service public, que ça soit le privé, hein, ils avaient les textes avant les parlementaires. Donc souvent, ils nous contactaient en disant, voilà, alors je vous propose tel et tel amendement. Et je leur disais, mais attendez, mais comment vous pouvez me proposer des amendements? Moi, j'ai pas encore le texte. Donc voilà, j'ai vraiment, là, j'ai ouvert grand les yeux, mais j'ai halluciné de ce fonctionnement. Je veux dire, moi, alors, il y avait parfois des idées intéressantes, hein, mais si l'une ou l'autre fois j'ai pu porter une idée qui m'avait été soufflée, je l'ai très clairement écrit dans l'amendement. Voilà, suggéré par telle et telle fédération ou telle et telle. Voilà. Mais c'est juste incroyable. En fait, vous pouvez être parlementaire et quasiment ne pas travailler. C'est-à-dire que vous pouvez accepter tout ce qui arrive sur votre bureau, cuit, hein, déjà bien ficelé, et puis vous allez dans l'hémicycle avec les amendements qui ont été écrits par d'autres. Ben, c'est pas comme ça que je fonctionne, quoi. Et j'ai jamais fonctionné comme ça, donc je le dénonce. C'est-à-dire par le groupe, c'est-à-dire par parce on a le groupe et il y a le secrétaire général du groupe, enfin le président du groupe avec le secrétaire général, et donc souvent même ils le font pour les nouveaux parlementaires, ils appellent le nouveau parlementaire en disant voilà, nous avons tel et tel amendement déjà écrit, est-ce que tu veux les porter ou est-ce que tu veux le co-signer? Alors moi, j'ai jamais eu le droit à ça parce que je Ah, pense que dans le groupe, en effet, très rapidement, ils avaient vu que, enfin, ils estimaient qu'ils pouvaient pas me faire confiance, alors qu'en fait, moi, j'étais très transparente en disant en amont, bah non, ça, je le voterai pas, je le voterai pas. Bon, donc en fait, ils m'ont jamais proposé de porter au nom du groupe un amendement. Par contre, je me souviens d'une anecdote avec la ministre Agnès Buzyn, où on était justement de nouveau dans l'exercice du projet de loi de finances de la sécurité sociale, et notamment il s'agissait de diminuer l'argent de l'enveloppe de l'aide médicale d'État. Et elle m'avait contactée en disant, mais c'est un sujet que tu connais très très bien, il va falloir que dans l'hémicycle, tu m'aides à défendre, d'autant que c'était une goutte d'eau, vraiment, par rapport au budget total de l'État. Je le rappelle, 15 millions d'euros par an. On se rappelle que, donc 15 millions d'euros, quand on le dit comme ça, on peut se dire, mais c'est gigantesque. Non, on se rappelle que pendant la crise Covid, le gouvernement dépensait 60 millions d'euros par mois simplement pour payer des vigiles qui vous empêchaient de rentrer à l'hôpital. Donc ouais. voilà, on va tout de suite faire cette comparaison. Donc moi, je savais très bien, encore une fois, ayant travaillé au SAMU social de Paris, qu'il valait mieux que les personnes arrivant sur le territoire puissent très rapidement, s'ils étaient malades, aller voir un médecin généraliste, plutôt que de laisser traîner et finir à l'hôpital, parce que l'hôpital coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher. Et donc, encore une fois, Agnès Buzyn m'avait demandé
de l'aide, enfin du soutien. Et en fait, quand elle est arrivée dans l'hémicycle, elle avait complètement retourné sa veste. Et moi, je l'ai regardée plusieurs fois hallucinée parce qu'en fait, elle a défendu la diminution de cette enveloppe et il n'était plus question que je l'aide à défendre le maintien de l'enveloppe. Voilà. Tout était extrêmement. Mais je pense qu'elle-même avait eu des pressions, sans doute. Voilà. Mais bon, moi, je n'ai pas compris cette attitude. Je veux dire, je pense que si j'avais été à sa place, j'aurais claqué la porte du ministère bien avant. Mais elle s'en expliquait avec vous ou pas Pas du après? tout. Non, non. Moi, j'ai tenté d'avoir des explications. Et non, non, il n'y a eu aucune explication. Aucune. C'est bizarre comme fonctionnement. Et puis, revenons sur les lobbies. Bon, moi, j'étais à l'Assemblée entre 2006 et 2008, donc c'était à très longtemps. Est-ce que dorénavant, les lobbies, c'est comme à l'Union européenne, c'est-à-dire qu'ils sont vraiment, ils se montrent, voilà, voilà, comme étant lobby, ou est-ce que c'est encore, comment dire, assez caché Alors, ils n'ont pas leur bureau au sein de l'Assemblée nationale. En tout cas, je ne crois pas. Mais il y a des invitations en permanence de déjeuner, de dîner, de réunions, voilà. Moi, je n'ai vu que ce genre de choses. Peut-être que ça va au-delà. Bon, en tout cas, moi, j'ai toujours été extrêmement transparente puisque j'avais à la fois, donc bien sûr, j'étais députée à l'Assemblée nationale, mais j'étais aussi députée à l'Assemblée parlementaire auprès du Conseil de l'Europe. Donc en permanence, dès qu'on s'occupait de quelque chose, il fallait déclarer si on avait des liens d'intérêt avec tel ou tel lobby. Donc, bon, encore une fois, pour moi, j'ai toujours tenu tout ça très, très éloigné. Bon, on voit aujourd'hui, là, il y a aussi ce scandale avec la vice-présidente là, de la Commission européenne. Là, ce n'est pas le Conseil de l'Europe, hein, mais c'est bien l'Union européenne. Alors, c'est sans doute l'arbre qui cache la forêt, parce que pendant qu'on a les yeux fixés sur cette vice-présidente, je crois qu'Ursula von der Leyen continue, je veux dire, à entretenir des liens on ne peut plus, on va dire, étroits avec l'industrie pharmaceutique, hein, et le PDG de Pfizer, etc. Donc, tout cela, moi, j'en réfère souvent à deux journalistes qui ont écrit un livre qui s'appelle La mafia d'État. Je crois qu'aujourd'hui, ce type de comportement existe malheureusement au sein de toutes les instances. Et voilà, et pour moi, ces politiciens acceptent cela. Et je crois que le dysfonctionnement majeur, c'est aussi le fond, enfin, le financement des partis politiques en France. On sait que ça se joue aux différentes voies, aux législatives, etc. Mais pas que, vraisemblablement. Moi, quand on m'a dit, répété plein de fois, pardon, hein, c'est vulgaire, ferme ta gueule, tu te rends pas compte, tu ruines ta carrière politique. Alors là, moi, les bras m'en sont tombés. J'étais pas là. D'abord, j'ai jamais été là pour faire une carrière politique. Et donc, ça sous-entendait derrière qu'il y avait des financements du groupe politique, du parti politique, à la condition d'être un bon soldat, ce que je n'ai pas été. C'est-à-dire que certains députés ont été des bons soldats et ont fini par devenir ministres, par exemple. C'est comme ça que ça se passait, visiblement. Il y a un sacré pantouflage, hein. Il y a un sacré, enfin, on voit les gens qui passent d'une structure à l'autre. On recase, hein, on recase. Ils ont servi quelque temps à tel et tel endroit, ils sont recasés, on retrouve toujours les mêmes, hein. C'est un espèce de copinage absolument effroyable, et y compris justement avec les liens aussi jusqu'à McKinsey, les liens Conseil d'État, Conseil constitutionnel. Enfin, aujourd'hui, comment le peuple français peut continuer à avoir confiance? Ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Est-ce que vous vous êtes senti comme étant un alibi avec cette société civile? Parce qu'on remarquait déjà dès le début de 2017 que le gouvernement de M. Macron, et jusqu'à aujourd'hui, que ça avant tout de la technocratie derrière. Et ce n'est pas de la société civile en réalité. Et où, par exemple, on a mis aussi des femmes au gouvernement, et je remarque que la moitié des femmes du gouvernement d'aujourd'hui
ce sont des femmes de présidents de CAC 40. C'est le cas pour la ministre des Sports, c'est le cas de Madame Cobel, qui est par exemple la femme du PDG de Carrefour. Enfin, c'est que ça, quoi. Est-ce que dès le début, vous avez senti que en fait, c'était civil, c'était une forme d'alibi? Je crois que vous avez parfaitement raison. C'est-à-dire que je pense que plein de députés y ont été, voilà, le cœur sur la main. Encore une fois, moi j'étais sans doute extrêmement naïve, mais on nous avait vendu le fait qu'il fallait qu'on amène notre expertise individuelle dans les différents champs. Moi, je me souviens, hein, quand j'avais envoyé mon CV, j'avais eu un appel téléphonique personnel de Jean-Paul Delevoye, qui présidait la commission d'investiture, et tout l'échange, qui avait duré au moins plus de 30 minutes, était autour, en effet, de mon parcours professionnel, public, privé, associatif, donc extrêmement riche, etc. Et moi, vraiment, encore une fois, en toute bonne foi, j'ai cru que j'allais pouvoir apporter de façon, un peu comme j'ai fait pendant ma mission parlementaire, mais apporter le vécu de terrain jusqu'à l'inscription dans la loi. En tout cas, c'était comme ça que je l'imaginais. Et en fait, vous avez raison, c'est-à-dire que nous étions des alibis, et la technocratie à la fois de cette haute administration, mais qui elle-même, au fond, est complètement étouffée par, encore une fois, les postures, les lobbies, etc. Donc, et derrière ça, la puissance financière, hein, puisqu'on se rend compte qu'au fond, tout cela est dicté par la finance. Donc, en effet, alors moi, j'ai jamais aimé être une potiche. Je me souviens avoir dit à mon équipe un jour, mais j'ai l'impression de n'avoir jamais aussi mal travaillé de ma vie, parce que je me rends compte que tout ce que je fais est profondément inutile. Ça sert à rien, puisque les amendements sont balayés, parce que de toute façon, on doit juste être là comme des godillots. Vous vous souvenez, la terminologie, ben, elle était particulièrement bien trouvée, parce que les députés de la majorité, encore maintenant, continuent à être de vrais godillots. Ils obéissent au doigt et à l'œil. Donc en fait, on a quelque part la politique politicienne qui a pris le pas vraiment sur, j'ai envie de dire, la science pendant la crise sanitaire Covid, mais en même temps, les lobbies qui ont pris eux-mêmes le pas sur les décisions politiques, et cette technocratie qui a pris le pas sur l'expertise individuelle, l'intelligence collective qu'auraient pu porter des parlementaires honnêtes, travailleurs, voulant vraiment le bien du peuple. Et puis aujourd'hui, on voit, alors là, on franchit une autre dimension, on voit que l'intelligence artificielle, l'homme augmenté, a vraiment pris le pas sur l'humanité et sur la nature avec un N majuscule. Voilà. Est-ce que cet homme augmenté, c'est aujourd'hui la vision idéologique gouvernementale? J'ai l'impression que, en fait, bien évidemment, tout ce qui est avancé systématiquement, c'est vendu comme un alibi pour faire le bien. C'est pour faire le bien de la population. Vous allez vivre de plus en plus heureux. Alors, je ne sais pas, dans le froid, sans lumière, en ayant faim. Moi, je vois plutôt une dichotomie, une dissonance terrible entre vouloir faire le bien du peuple. On pourra citer cette injection Covid-19 pour éviter que le peuple soit malade, et toute la réalité, parce que la réalité, c'est injecter 3 fois, 4 fois, ben, vous êtes de nouveau malade, et vous êtes de plus en plus malade, et puis on ne sait pas trop là comment on va passer l'hiver, parce que on nous promet voilà, aussi pour le bien de certains, pour la solidarité. Alors la solidarité, il faut encore m'expliquer envers qui elle est, cette solidarité.
eh ben, on va avoir des coupures de courant. Enfin, c'est profondément choquant. Donc, vendre cette question, oui, de l'homme augmenté avec une idée d'immortalité, avec une idée pour certains, hein, qui portent dans le langage nous sommes bientôt des dieux, hein, des demi-dieux, c'est profondément effrayant. Et la réalité vue de ma lorgnette de psychiatre, c'est le constat factuel d'une grande, grande souffrance psychique. Ça n'a jamais été à ce point-là. Une explosion des suicides adultes, mais aussi malheureusement chez les adolescents et les enfants, chez les tout petits. Donc ça fait froid dans le dos, hein. Mais justement, qu'est-ce que ces adolescents et ces enfants vous disent aujourd'hui? Alors, ils me disent pas directement, puisque moi je n'ai pas de consultation, hein, mais ce que moi je dialogue avec Avec mes les pairs, parents? hein, voilà, avec des professionnels, avec les parents en effet, bah, ce qu'ils ont subi, ce qu'ils ont réellement subi, parce qu'en fait, ils ont subi le confinement généralisé, mais pour eux, c'était peut-être encore plus difficile, hein, de ne pas pouvoir être en contact, de ne pas pouvoir faire leur sport favori, de ne pas pouvoir sortir, de voir leurs copains, etc. Ils ont extrêmement mal vécu cet épisode parce qu'ils ont été en permanence, on s'en souvient, culpabilisés parce que c'était soi-disant leur comportement, notamment les étudiants. Ils ont été pointés du doigt parce que c'était eux qui, de par, je sais pas quoi, des débordements, faisaient que l'épidémie se propageait, que c'était eux qui allaient tuer papy, mamie, etc., etc. Donc ça a été, on leur a fait porter toute la culpabilité du monde. Et pour certains, ils ont décroché des études parce que la vie à ce moment-là dans les grandes métropoles a été très 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 compliquée. On s'en souvient, les files d'attente devant les restos du cœur, etc. On n'aurait jamais cru voir ça un jour dans notre pays. Et à distance aujourd'hui, pour certains, c'est très très compliqué de reprendre une vie que je vais qualifier de normale. Alors bon, on n'a pas le temps de développer ce que pourrait être la définition de la normalité, mais en tout cas, ressentent vraiment dans leur chair tout ce qu'on leur a fait vivre pendant cette période. Bah, d'ailleurs, vous préfacez, ne leur pardonnez pas, ils savent très bien ce qu'ils font. Ça veut dire que c'est planifié. Bah, c'est-à-dire que Jacquemin Raffestin, qui est quelqu'un d'intéressant, j'ai pas préfacé beaucoup de bouquins, j'en ai préfacé 2 pendant cette période, mais j'avais été attentive au travail d'investigation qu'il avait fait déjà au moment de Tchernobyl, au moment de Fukushima, et je me disais qu'on pouvait vraiment lui faire confiance dans la solidité de ce qu'il allait produire. Et en effet, son bouquin est vraiment une bible de référence de tout ce qui a été publié, de tout ce qui a été dit, enfin des aberrations d'ailleurs. Bon, le titre a été choisi par l'auteur, bien évidemment, mais en tous les cas, moi, ce que je peux encore une fois redire, c'est cette déception qu'il n'y ait jamais eu de possible débat. C'est-à-dire, je me souviens très bien avoir dit au ministre de la Santé dans l'hémicycle, mais au fond, Monsieur Véran, vous avez le droit de vous tromper. Voilà, vous avez peut-être cru que c'était la seule possibilité, cette stratégie, amenée encore une fois sur un plateau par McKinsey, vous avez pensé que c'était la bonne. Mais pourquoi vous n'acceptez pas des débats scientifiques? Pourquoi vous n'acceptez pas que les personnes soient libres de faire autrement? Parce qu'on a quand même très vite vu que la mortalité Covid ne touchait pas ni les enfants, ni les adolescents, ni les adultes, mais qu'elle touchait des personnes, encore une fois, très vulnérables. Bon, depuis que la santé publique existe, depuis que l'épidémiologie existe, on sait très bien qu'il faut protéger les vulnérables, mais que pour le reste, voilà, c'était. Et puis d'ailleurs, on le sait d'autant plus que d'autres pays ont fait complètement différemment et ont eu de meilleurs résultats. Donc, voilà, moi, je hurlais dans l'hémicycle pour qu'il y ait des échanges, pour qu'il y ait des débats.
Et en effet, peut-être que la conclusion qu'on peut se dire, c'est s'ils ont refusé à ce point les débats, c'est qu'ils savaient très bien là où ils voulaient aller et que la seule solution était la solution de l'injection Mais vaccinale. surtout que Monsieur Véran, à votre rencontre, était particulièrement agressif. Est-ce que ça, vous le compreniez? Alors non, enfin, je comprenais que vraiment, comme j'étais malheureusement quasiment la seule à avoir un discours différent, ben, c'était assez facile que toute la haine se concentre à mon encontre. Par contre, je n'ai jamais pris ces insultes, ces menaces, ces violences verbales contre moi directement, mais j'étais vraiment profondément choquée de ce qu'un ministre puisse insulter à travers moi le peuple français, puisque nous ne sommes que des représentants du peuple. Donc, et d'ailleurs, il y a une fois, il a été extrêmement vigoureux, enfin violent, en demandant à un député LR même de sortir, de quitter l'hémicycle. Enfin, c'était juste hallucinant. Enfin, comment un ministre peut se comporter de cette façon-là, alors qu'au fond, le gouvernement est invité par la représentation nationale quand ils sont présents dans l'hémicycle. Donc c'était choquant. Je ne l'ai pas admis. D'ailleurs, j'avais fait une procédure de plainte contre le ministre qui a été bien sûr balayée devant la CJR. Hein. Mais bon, dont acte. Hein. Bon, aujourd'hui, je vois que il avait, qu'il a mené à bout ses menaces puisque j'ai été, encore une fois, j'ai eu cette sanction devant l'ordre. Je sais très bien que derrière, il y avait cette volonté du ministre de la Santé que je sois puni. Malgré tout, avez-vous des regrets d'avoir été député pendant ces 5 années ou pas? Ou vous avez pu voir ce monde de l'intérieur? Non, non, je ne regrette vraiment rien. Ça a été d'une grande richesse intellectuelle. Je précise intellectuelle parce que je me suis jamais autant appauvrie financièrement durant mon mandat. Puis alors là, aujourd'hui, mon quotidien devient compliqué. Mais non, non, mais je ne regrette absolument rien parce que je pense que j'ai, oui, touché du doigt vraiment ce dysfonctionnement majeur de l'État, de nos institutions. Et je sais que quelque part, repartir, souvent les citoyens me disent, mais si demain il y a une dissolution de l'Assemblée nationale, est-ce que vous y retournez? Ma réponse est claire, non. Non, parce que je vois à quel point ça ne sert à rien. Il faut remettre à plat complètement le fonctionnement de notre pays. Il faut sortir aujourd'hui de l'Union européenne aussi. Moi, je n'ai jamais prôné le Frexit, mais cette Europe-là, il faut la refuser. Cette Europe, là aussi, des lobbies, cette Europe ultralibérale qui fait n'importe quoi en termes de contrats. On l'a vu. Hein, enfin, là aussi, il faut dénoncer tout ça. On voit, bon, aujourd'hui, c'est même plus, je sais pas quoi. Les Panama Papers, mais c'est des sacs de billets de banque. Enfin, c'est hallucinant. On se croirait dans un film, mais le film est devenu réalité. Donc, il faut dénoncer tout ça. Et tant qu'on ne remettra pas à plat de façon, voilà, vraiment, il faut repartir de zéro. Les gens ne pourront plus avoir confiance. On comprend pourquoi les gens ne se déplacent plus pour voter, mais parce qu'on ne peut plus avoir confiance dans la politique politicienne. Les gens vous le disaient, nous n'avons plus confiance dans cette Ah oui, politique. oui, oui. On ne nous écoute plus. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, j'ai dû expliquer énormément pourquoi j'ai créé mon propre parti politique, Ensemble pour les libertés. Au début, je ne voulais créer, bien sûr, qu'une plateforme citoyenne. Et ce qui est toujours Ensemble pour les libertés, elle appartient complètement aux citoyens, puisque moi, je suis très critique vis-à-vis, justement, du fonctionnement des partis politiques, parce que là aussi, le financement des partis est complètement à revoir dans notre pays, etc. Mais en créant cette association, le statut juridique, comme j'étais députée, ne pouvait être qu'un statut juridique de parti politique. Donc aujourd'hui, je suis même plutôt contente que ça soit un parti, parce que c'est un parti
complètement différent des partis qui existent, des partis qui sont dans le système depuis trop d'années. Et aujourd'hui, comme j'ai un peu de temps, je structure, voilà, il y a des référents partout en France, il y a des relais locaux. Et j'invite d'ailleurs à tous ceux qui voudraient nous rejoindre, pas forcément d'adhérer, mais au moins de soutenir. On est à la fin de l'année, donc si vous voulez défiscaliser, soutenez, soutenez, C'est soutenez. maintenant. Voilà. C'est maintenant, soutenez notre action. Puis en plus, on vient d'avoir une plateforme de paiement toute neuve qui fonctionne depuis cette nuit, parce qu'on avait quelques soucis là depuis quelques semaines. Donc là, ça refonctionne. Donc allez-y, on a besoin parce que nous sommes en contact direct des citoyens. Je suis en contact direct aussi avec beaucoup d'élus locaux, des élus de proximité. Moi, je crois vraiment que demain, la France va pouvoir se redresser en faisant confiance dans les élus locaux. Parce que c'est sur les territoires que les choses vont pouvoir se reconstruire, se rebâtir. Il faut oublier tout ce qui se passe au niveau national. Il faut sortir de ce fonctionnement avec toutes les choses qui descendent d'en haut. Il faut vraiment que les citoyens se regroupent. J'aime beaucoup la logique notamment de Madame Bugeaud qui travaille sur les groupements d'intérêt. Ça a beaucoup de sens. Évolue droit. Exactement, ça a beaucoup de sens. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir faire vraiment des propositions pour une France de demain. Mais quand vous dites il faut remettre à plat, est-ce qu'il y a peut-être des articles à changer dans la Constitution ou peut-être faudra-t-il aller vers, je sais pas moi, faut sortir peut-être de la Ve République Alors, je ne sais pas. Alors bon, moi, je ne suis pas juriste. Hein. Je travaille beaucoup avec, encore une fois, avec des élus locaux, avec des juristes, et on réfléchit à tout ça. Est-ce qu'il faut, en effet, changer de constitution? Moi, j'aime bien la constitution telle qu'elle est parce que j'aime beaucoup, je bichonne l'article 3 qui nous rappelle que le peuple est souverain. Faut-il encore lui donner les moyens de sa souveraineté et lui faire comprendre, parce que c'est ça aussi, je pense qu'aujourd'hui, les citoyens ne comprennent pas que le pouvoir, au fond, c'est entre leurs mains. Donc peut-être faut-il retravailler cette constitution, mais je crois surtout qu'il faut aller faire le ménage au plus profond de tous les bureaux, de tous les couloirs, de nos institutions. Et tout à l'heure, j'ai cité le Conseil d'État, le Conseil constitutionnel. On voit les liens, mais c'est plus possible de fonctionner comme ça. Comment voulez-vous que le Conseil d'État remette en question suffisamment? Alors même si aujourd'hui, j'ai vu passer, vous savez, le monsieur qui fait les affiches, là, monsieur Fleury, qui fait les énormes affiches dans le sud de la France, Oui. le Conseil d'État a débouté on va dire le président contre lui, donc lui il va pouvoir continuer à laisser libre cours à son imaginaire et surtout à faire de la communication différente, et je l'en remercie parce que là aussi il faut amener en permanence une possibilité de réflexion à tous les niveaux. Et il faut que les citoyens sortent de cette pensée unique. C'est apprendre à renouer avec l'esprit critique. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que, et puis, comme vous travaillez avec nombre d'élus locaux, j'imagine qu'il faut sortir aussi du jacobinisme. Ah, mais complètement, mais bien sûr, mais bien sûr. Là, ça fait trop longtemps qu'on est complètement étouffé et les élus locaux n'ont plus aucun moyen. Enfin, ils se sont fait déposséder de toutes les enveloppes, la dotation globale de financement, etc. Là, je ne sais pas comment ils vont faire. Sauf à éteindre toutes les lumières le soir dans les communes, mais pour payer les factures absolument énormes, parce qu'il n'y a pas de bouclier. Il y a le bouclier par rapport aux citoyens, mais alors moi j'ai très peur pour les TPE, les PME, mais tout ça c'est la vie des territoires. Et il faut vraiment travailler main dans la main pour sauver ce qui nous reste encore à sauver en France. Voilà, notre économie, notre petite économie, on voit en ce moment beaucoup de boulangers, de petits artisans qui s'expriment. C'est la première fois qu'ils s'expriment sur les réseaux sociaux. On en voit qui craquent totalement. Donc, on en est à la crise des gilets jaunes, mais puissance 1000, puissance 10 000. Donc, on va dans le mur. Peut-être même qu'on y est déjà dans le mur. Et qu'est-ce que vous disent les maires ou les conseillers départementaux? Ils vous disent, voilà, nous n'arriverons pas
à boucler nos budgets, déjà parce que l'État ne nous soutient plus, Ah, mais il y a, ou alors nous sommes oui, obligés d'augmenter les impôts? ah, mais il y a des alertes, hein. Il y a des alertes. Là, ils sont tous en train de réfléchir comment ça va pouvoir se passer en 2023. Donc 2022, bon, voilà, ils y arrivent encore à peu près, mais 2023 va être une année extrêmement difficile où il va falloir faire des choix drastiques. Et on voit réellement que déjà, alors, il y a une fracture terrible et c'est, il faut le dénoncer entre les villes et les campagnes. Aujourd'hui, l'accès aux services publics devient très 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 compliqué dans les campagnes. Les maisons de service au public étaient une très bonne chose, mais aujourd'hui, l'administration a pris le pas sur le service aux citoyens et l'administration ne protège que l'administration. Donc voilà, je veux dire, il y a vraiment des dysfonctionnements majeurs et encore une fois, quand on est en campagne et quand on n'a pas de transport en commun et qu'on ne peut plus mettre de l'essence ou du diesel dans sa voiture, mais comment fait-on? Enfin, voilà, on touche du doigt, c'est pratico-pratique, mais la réalité de beaucoup de Français est celle-là. Surtout que l'aménagement du territoire, c'est quelque chose qui a été abandonné par les gouvernants depuis au moins 20 ans. Bien sûr, Contrairement à ce qui avait été fait à l'époque sous l'époque gaulliste, voilà, où ça a tout à été fait. développé. Et cet aménagement, il a été fait que dans un seul sens, c'est-à-dire de supprimer, de fermer les petits bureaux de tabac, de fermer les cafés, de fermer. Alors, en Alsace, c'est un tout petit peu différent parce que l'Alsace est très ramassée, elle n'est pas très étendue, hein, et les villages ne sont pas très espacés, donc le territoire est assez ramassé, les terres sont riches, donc en général, on a encore des chefs-lieux ou des villages qui dirigent la communauté de communes, qui sont le centre de la communauté de communes, où il y a encore de la vie. Il y a aussi des fermes, énormément de fermes qui font de la vente directe. Donc je dois dire que voilà, sur le territoire alsacien, on s'en sort peut-être encore pas trop mal, mais il y a vraiment des régions françaises qui sont en très très grande difficulté. Et moi, j'ai vraiment peur de cet impact terrible de la guerre économique. Mais la guerre, quand Macron avait parlé de la guerre contre le virus, moi, je pense que plutôt c'est une guerre contre son peuple et l'économie qui s'effondre. Voilà, moi je prends toujours cette image de ce qui s'est passé en Grèce, hein, en 2008 et je pense que c'est peut-être ce qui nous attend là en 2023 avec énormément de petites TPE, PME qui n'arriveront pas à passer l'année. Et vraiment, c'est très très inquiétant. Alors, on va aller sur la suspension. Vous étiez au Conseil de l'ordre. Comment ça s'est passé? Est-ce qu'ils vous ont dit, voilà, vos paroles au sein de l'hémicycle méritent sanction? C'est ça? Alors, non, non, on va dire, il y avait une plainte donc, du collectif No Fake Med et du Conseil national de l'ordre. Tout l'art pour les deux parties demanderesses était de démontrer que c'est le médecin qui s'exprimait et non pas la parlementaire. Donc, ils ont fait fi de ce qu'on appelle l'immunité parlementaire. Donc, c'est quand même assez étonnant puisque c'est quasiment la première fois que ça arrive. Et c'est inquiétant parce que ça voudrait dire que demain, je ne sais pas quoi, un homme de droit, par exemple, un juriste ou un avocat, ne pourrait plus étudier les projets de loi parce qu'on pourrait leur reprocher je ne sais pas quoi, comme moi en tant que médecin, en fait, j'aurais dû ne jamais intervenir sur la crise Covid. Alors qu'en effet, j'étais membre de la commission des affaires sociales, que peut-être j'avais plus de facilité que d'autres à lire les revues médicales en anglais, etc., à tenter d'apporter la science, mais on a vu à quel point, encore une fois, la politique a pris le pas sur la science. Donc, en fait, comment ça s'est passé? Les avocats des deux parties sont intervenus. Comme m'a dit mon conseil, qui est maître Carlo Alberto Brusa, ils ont pendant plus de 2 heures, tenté en tant qu'avocat de faire de la médecine. Maître Brusa a fait du droit.
Donc, il n'a pas forcément été suivi sur toute la ligne. Mais je crois que ce qui avait été demandé à mon encontre comme sanction était beaucoup, beaucoup plus lourde que les 1 an. Donc voilà, aujourd'hui, encore une fois, la procédure est en appel. Et je pense que la question de la possibilité pour un parlementaire de s'exprimer, quel que soit son métier, c'est-à-dire que j'aurais été plombier, on m'aurait dit, bah, au fond, oui, vous avez le droit de dire ce que vous dites. Comme je suis médecin, on m'a reproché mes prises de parole. Alors, quel que soit le moment où je me suis exprimée, au sein de l'hémicycle ou dans l'espace public, j'avais toujours mon écharpe en manifestation, etc. Donc, c'était toujours en tant que député que je m'exprimais, d'autant que je n'avais pas de réelle activité médicale pendant mon Et mandat. qui siège dans ce conseil? Est-ce que ce sont des médecins? Est-ce qu'il y a aussi, je ne sais pas moi, peut-être des juristes? Alors, il y a des médecins élus par leur pairs, mais il y a un magistrat du tribunal administratif, donc un magistrat indépendant. Mais on peut se poser la question de la légitimité de cette juridiction, en effet, de pouvoir juger un parlementaire. C'est aussi simple que ça. Mais il y a des jurisprudences devant la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, ce sont des choses que nous sommes en train de regarder de très, très près. C'est-à-dire que vous irez jusqu'au bout, vous direz, si, et je ne vous souhaite pas évidemment, l'appel ne se passe pas bien, vous irez en cassation, je ne sais pas comment ça se passe après. Ah, bien sûr, oui, 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 tout à fait. Mais j'espère que les arguments qui vont être extrêmement riches, parce qu'en première instance, on n'avait bien sûr pas développé tous les arguments, feront que justice sera rendue du bon côté. Moi, j'ai assisté par exemple au Conseil de l'ordre des avocats, où Maître Divisio était jugé lui aussi, et je remarquais des avocats assez inquisiteurs pour le coup, des confrères assez inquisiteurs. Est-ce que, sans trahir ce qui s'est passé, est-ce que c'était un peu la même chose pour vous? Alors, pendant la séance, à l'ordre, pas du tout. Alors, c'est vrai que moi, je n'avais pas été convoquée en conciliation parce que, en fait, normalement, enfin, tous mes confrères actuellement qui sont convoqués, ils passent d'abord devant l'ordre départemental. Moi, je n'avais pas été invitée à l'ordre départemental et j'ai eu droit tout de suite à la chambre disciplinaire. Bon. Ça, c'est normal, c'est déjà. Oui, il semblerait que ce soit possible. C'est pas un vice de procédure, c'est possible. Bon, on aurait pu imaginer que je sois traitée comme tout le monde, mais non. Bon. Mais non, les 4 médecins qui étaient présents ne m'ont posé aucune question. Absolument aucune question. Ils ont vraiment écouté les avocats. Le médecin qui était présent pour le collectif No Fake Med n'a pas pris la parole du tout. Et après que mon avocat ait parlé, comme il restait du temps et que les médecins ne se sont pas exprimés, le magistrat m'a donné la possibilité de m'exprimer. Donc moi, je me suis exprimée tout à la fin, 5-6 minutes avant de clore. Bon, ça avait déjà été très long, ça avait duré plus de 3 heures. Donc il était, j'allais dire, temps que ça se termine. Voilà, donc c'est comme ça. Mais ça n'a pas. Mes confrères ont pris beaucoup de notes, etc. Mais il y avait eu un confrère, donc ils étaient 4, un confrère qui avait été rapporteur, qui a rapporté de façon très factuelle, qui a fait un résumé des différents mémoires. Mais après, il n'y a pas eu de questions. Donc il n'y a pas eu de. Non, ça n'a pas été l'inquisition, pas du tout. Mais voilà, il n'en reste pas moins que je trouve que la sanction n'avait pas lieu d'être et totalement disproportionnée. Mais on a l'impression qu'il y a une forme de chasse aux sorcières. Moi, j'avais interviewé docteur Grégory Pamard. Il m'avait expliqué que dans le département du Nord, il y a eu 12 médecins qui sont passés devant le Conseil de l'ordre. J'ai interviewé docteur Gaillet au Parlement européen, qui lui a été radié parce qu'il a été victime de la délation de pharmaciens, de la part de pharmaciens. Et de ses confrères, et d'un confrère, voire de 2 au CHU. Voilà.
On a le sénateur Houpert, vous-même, on sent que Mais c'est c'est du vraiment jamais la vu, hein. Oui, c'est du jamais vu. C'est la première fois qu'il y a en effet, oui, on va l'appeler la chasse aux sorcières, c'est le mot qui me vient le plus juste. C'est la première fois que dans un temps, on va dire limité, il y ait autant de professionnels du soin qui soient poursuivis. On en rajoute en effet des universitaires. On pourrait parler de Madame Darle, de Monsieur Pavant, de Monsieur René Chiche, voilà, Maître Divisio, donc les avocats aussi qui sont. Enfin, c'est quand même juste incroyable. C'est-à-dire que toutes les personnes qui ont osé, bon, je ne sais même pas si c'est s'opposer, mais en tout cas dire des choses un petit peu différentes de ce qui nous était imposé au travers de tous les médias habituels, au travers de la parole du porte-parole du gouvernement, au travers de la parole du Premier ministre, etc. Dès qu'on a osé s'écarter un tout petit peu, ben, nous sommes aujourd'hui, nous devons rendre, voilà, nous devons nous retrouver devant nos juridictions, encore une fois professionnelles. C'est tout à fait anormal. C'est du jamais vu. Enfin, je veux dire, dans l'histoire de ce pays, autant de professionnels face au conseil. Non, non, c'est vraiment du jamais vu. Alors moi, j'ai regardé un petit peu. Non, non, c'est du jamais vu. En effet, alors bien sûr, il y a des gens qui sont un peu plus connus, mais il y a énormément de confrères aujourd'hui qui ont pris un an ou alors des blâmes. Enfin, c'est aussi très, ça dépend. Ça dépend des juridictions, ça dépend des régions. Et puis quelques professionnels qui étaient très proches de la retraite ou déjà en retraite qui sont radiés, donc terminer une carrière professionnelle médicale quand on a consacré sa vie aux soins et aux autres, et qu'on n'a jamais fait la moindre faute médicale, de terminer comme ça, c'est profondément choquant, et on ne reconnaît plus du tout la France. Est-ce que vous pensez que nous sommes encore en démocratie ou En tout cas, j'ai pas la même définition que de la démocratie. Pour moi, justement, la démocratie doit être la garante de toutes les libertés. Et c'est pour ça que je suis fière que mon parti politique s'appelle Ensemble pour les libertés, parce qu'en effet, c'est toutes les libertés que nous défendons. Et aujourd'hui, on voit que les libertés sont vraiment mises à mal dans notre pays. vous vous battez, vous n'êtes pas, vous avez le moral, vous êtes optimiste malgré tout? Oh, j'ai pas mauvaise mine, hein, donc Non, ça va bien. Très bien. non, alors bien sûr, il y a des moments difficiles, hein, il y a des moments difficiles, mais voilà, je pense qu'il y a une justice. Je sais pas où elle est, la justice. Il faut la secouer, il faut aller la chercher. Mais il y a surtout un chemin de celui d'ensemble pour les libertés, un chemin qui est droit, un chemin qui est juste, un chemin qui est bienveillant. Et au bout du chemin, il y a une jolie lumière. Donc voilà, il faut. Et plus on est, on va dire, solidaire dans cette bienveillance. En fait, ce sont nos rangs qui augmentent hein, tous les jours. Donc, je garde confiance. Merci beaucoup, docteur Martine Vonner. Bravo pour votre courage. Vous forcez vraiment l'admiration. Ben, je vous souhaite vraiment le meilleur. Et je sais que cette parenthèse va bientôt se refermer. J'en suis persuadé. Voilà, parce qu'il faut garder ça. Merci. Merci, Mike, en tout cas pour cette interview et merci pour tout votre travail parce que je sais à quel point voilà, vous êtes investi aussi pour apporter une information là encore. Hein, peut-être que certains ne sont pas d'accord avec ce que vous dites parfois, mais ça a le mérite en un cas de participer, de contribuer au débat. Et puis à bientôt. Merci à vous. Merci. Je sais qu'on se reverra très vite. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Au revoir.